Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous pouvez lever juste la main. Bonjour à tous, bienvenue. Euh, alors, en attendant que la présentation se lance, j'espère que vous allez bien, qu'on passera un très bon moment ensemble d'échange sur votre carrière, sur votre employabilité, sur ces 3 jours de webinaire qui vont nous réunir sur des thématiques très importantes pour essayer de construire ensemble votre avenir professionnel et de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans le cadre de votre carrière. OK. En attendant que tout se précise, est-ce que vous pouvez nous écrire, vous pouvez écrire dans le chat de quel pays vous suivez ce webinaire, juste pour qu'on sache où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous êtes de façon générale. D'accord, d'accord. Alors, République de Guinée, Gabon, France, Sao Tomé, Guinée-Bissau, Madagascar, Togo, Cameroun. Bonjour, bienvenue à ceux qui sont en ligne en ce moment. Alors, on parlera aujourd'hui de comment est-ce qu'on construit un projet professionnel. Je sais que c'est une thématique qui vous intéresse énormément. Alors, oui, merci nos amis de Haïti, Burkina Faso, au Mali. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce webinaire. Est-ce qu'on peut avancer? Ok, est-ce que je peux zapper? Est-ce qu'on peut avancer? Bienvenue. OK. Alors, on va déjà situer le cadre, hein, le cadre de cet échange. Alors, 3 priorités claires sont ressorties lors de la grande consultation en jeunesse dont c'est pas initiée par l'OIF en 2020, intitulée La francophonie de l'avenir. Alors, les trois, c'est avoir un emploi, bénéficier d'une éducation de qualité et vivre dans un environnement sain. La demande en formation est certes l'une des priorités, des 3 priorités identifiées durant la consultation, mais elle n'apparaît pas, elle apparaît également comme un fil conducteur des recommandations et elle est mentionnée à plusieurs reprises parmi les initiatives proposées par la jeunesse. Donc, en réponse à ce besoin, l'OIF a décidé d'offrir une formation pour vous accompagner dans ce sens-là et on va essayer de définir ensemble comment on pourrait structurer votre projet de carrière. Alors, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer. Alors, OK. Je vais juste rentrer en arrière. Un instant, je vais sauter quelque chose. Donc, on verra aujourd'hui globalement qu'est-ce qu'un projet professionnel. Je ne sais pas si c'est une idée qui vous parle, c'est une thématique qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'un projet professionnel pour vous? Je ne sais pas si certains peuvent essayer d'écrire dans le chat. Pour vous, c'est quoi un projet professionnel? Est-ce que vous en avez un? Comment est-ce que vous structurez votre projet? Alors, je commencerai par cette pensée de Confucius qui m'inspire énormément et que je souhaiterais partager également avec vous. Confucius qui dit, je cite, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Quand on commence à penser projet professionnel, on veut trouver un cadre idéal de travail dans lequel on peut réellement apporter de la valeur, dans lequel on peut réellement se démarquer et dans lequel on peut être épanoui de façon à euh, être productif à la fois, mais également de vivre sur la base des compétences et des savoir-faire qu'on a eu à développer sur le plan de sa carrière. Donc, j'ai posé la question tout à l'heure. Pour vous,
c'est quoi un projet professionnel? Puisque c'est la base des travaux que nous allons mener pendant ces 3 jours et principalement aujourd'hui. Dans un projet professionnel, pour définir clairement, c'est un plan. Il faut le voir comme un plan. Il faut le voir comme une série d'activités que quelqu'un entreprend dans le but de développer sa carrière. Alors, il y a un point très important. On parle de développement de carrière, donc on ne va pas rester statique. On doit penser à comment est-ce qu'on va améliorer sa carrière en évoluant sur le plan professionnel ou d'atteindre des objectifs spécifiques. On ne peut pas parler d'atteindre d'objectifs si on ne les a pas clairement définis, identifiés et clarifiés. Donc, le travail qu'on fera aujourd'hui, c'est sur la base des problématiques que vous avez, des projets que vous avez initiés, pour ceux qui sont encore à la phase de démarrage, à la phase de structuration de leur projet, qui ne savent pas encore clairement ce qu'ils veulent faire, il faudrait qu'on définisse ensemble quels sont les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre lié à son travail. Il peut s'agir de plusieurs éléments tels que l'acquisition de compétences, l'avancement professionnel, la transition vers un nouveau domaine ou la création d'une entreprise. Donc, je ne connais pas les différents profils. Si certains peuvent écrire dans le chat pour nous aider à clarifier cela. Alors, quels sont vos différents profils? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous venez d'être diplômé et vous accédez sur le marché de l'emploi? Est-ce que vous êtes junior, donc vous avez entre peut-être 0 et 3 ans d'expérience? Est-ce que vous êtes déjà une personne senior sur le marché? Donc, ça nous permettra en fait de voir à quelle étape vous êtes. Est-ce que vous êtes encore à une étape où vous devez développer vos compétences? Est-ce que vous avez des besoins de transition vers un nouveau domaine? Vous avez travaillé dans un secteur et vous voulez changer de secteur pour un autre? Est-ce que vous êtes dans une étape d'avancement professionnel dans l'entreprise? Vous voulez évoluer et vous essayez de réfléchir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme mécanisme pour pouvoir monter en compétences et avoir un peu plus de responsabilité au bien. Vous voulez créer une entreprise. Donc, mettre en valeur l'expérience que vous avez développée de façon générale. Alors, prochain slide, pourquoi est-ce qu'il est important de construire un projet professionnel? Donc, je sais que c'est une question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent. Alors, poursuivre un projet professionnel est important pour plusieurs raisons. Et cela peut avoir un impact significatif sur le développement de votre carrière. Alors, c'est la même chose, on est en train de dire que ceux qui ne prennent pas la pleine mesure de se poser et se dire, je vais où? Qu'est-ce que je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5, dans 10 ans? Alors, il y a de fortes chances que cela puisse avoir un impact négatif, un impact significatif sur le développement de votre carrière. Vous n'aurez pas la même courbe de croissance que quelqu'un qui s'est assis, a fait un bilan de compétences et s'est dit, voilà comment j'aimerais me positionner dans 5 ans. Et ça veut dire que je dois prendre les actions qui vont avec pour atteindre cet objectif-là. Voici quelques raisons clés pour lesquelles il est important de créer et de travailler sur un projet professionnel. Donc, en espérant que ça suive dans la même... Alors, j'ai énuméré 8 raisons qui justifient l'importance de construire un projet professionnel. 8 raisons. Alors, premièrement, cela vous permet de... Construire un projet professionnel vous permet de clarifier vos objectifs. Un projet professionnel doit être clair. Il doit être défini clairement. Alors, à court, à moyen, à long terme, comment est-ce que vous vous voyez? Cela vous donne une direction, une vision pour votre carrière. Donc, vous avez une visibilité claire. Je sais où je vais. Je sais où je dois être dans 2 ans. Je sais où je dois être dans 3 ans. Je sais où je dois être dans 10 ans. C'est clarifié, c'est clair. Ça vous permet de rester motivé et engagé. Alors, quand on a un projet professionnel, lorsqu'il est réellement stimulant, et réalisable. Cela peut renforcer votre motivation, votre engagement. Vous restez engagé parce qu'il y a un but à atteindre, il y a un objectif que vous visez. Cela peut vous aider aussi à rester concentré sur vos aspirations. Et ça aura un impact aussi positif lorsqu'il y aura des challenges, des obstacles, pour vous aider à les surmonter beaucoup plus facilement. Troisième critère, la croissance professionnelle. Un projet professionnel, lorsqu'il est bien défini, inclut les étapes pour le développement de compétences. Vous devez savoir à quelle étape vous êtes
Et quels sont les besoins en formation, besoins en renforcement de capacité que vous aurez, les cases que vous devez cocher à une étape X ou Y de votre carrière. Donc, laquelle de nouveaux challenges, de nouvelles responsabilités. Cela favorise aussi le croissance professionnelle continue. Donc, vous savez, par rapport à ce à quoi vous aspirez, quelles sont les cases à cocher. Le projet professionnel vous permet de façon générale d'avoir une visibilité sur tous ces points et quelles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, les cases qu'il faut cocher pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Prise de décision éclairée, ça vous permettra de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus intelligemment. Lorsque vous avez un projet professionnel, cela vous aide à prendre des décisions éclairées en alignement avec vos objectifs qu'on a définis préalablement sur le long terme, sur le court terme et sur le moyen terme. Cela peut s'appliquer aux choix de formation, aux opportunités d'emploi, aux changements de carrière, etc. Donc, pour poursuivre les autres points, lorsqu'on pourra avoir une idée claire sur son projet professionnel vous permet aussi de commencer à construire un réseau professionnel. Parce que je sais clairement dans quel domaine j'aimerais me positionner, comment j'aimerais me démarquer. Cela vous aidera à commencer à constituer un réseau professionnel. Alors, un réseau professionnel, c'est l'ensemble des personnes parce qu'elles vous voient faire quelque chose, peuvent utiliser la ressource que vous êtes ou la recommander à quelqu'un de son environnement. Ça vous permettra d'avoir des personnes ont envie de travailler avec vous, qui sont au courant de ce que vous faites et avec lesquelles vous communiquez au quotidien par rapport à votre carrière et à votre positionnement. Ça vous permet aussi de gérer votre temps. Lorsqu'un projet professionnel est bien planifié, votre temps est bien organisé. Donc, en ce qui vous concerne, les activités qui contribuent le plus à la réalisation de vos objectifs. Ça vous permet aussi de vous adapter. La ligne ne sera pas toujours droite, mais lorsque vous avez anticipé sur les besoins et vos attentes, sur votre positionnement, ça peut vous permettre d'évoluer en fonction des changements dans votre vie, dans vos secteurs d'activité. Il y a des challenges que vous allez vivre. Le secteur va avoir des difficultés. Mais parce que vous avez planifié à l'avance comment vous voulez que votre projet évolue, vous allez très vite réajuster en accord avec vos aspirations et vos objectifs. L'autre point aussi qui est important, c'est que vous aurez une meilleure visibilité sur l'équilibre vie-travail, vie personnelle, qui est un réel enjeu aujourd'hui. Beaucoup de gens choisissent un métier aujourd'hui parce que ça leur permet aussi d'être équilibrés sur le plan professionnel et de pouvoir se démarquer par rapport à leur challenge, à leur vision et le positionnement qu'ils aimeraient avoir par rapport à leur carrière. Donc, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, je vois beaucoup d'interactions par rapport à votre parcours. Alors, je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour atteindre ma destination. C'est une pensée qui est de James Dean. Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour atteindre ma destination. On a un gros challenge par rapport à ce qu'on aimerait réaliser ou accomplir. Est-ce que vous avez la pleine mesure du challenge qui est le vôtre au quotidien pour pouvoir réaliser votre projet et vous positionner? Je vous amène à méditer, à pousser la réflexion par rapport à cette pensée et on pourra en discuter tout à l'heure lors des échanges ou de la phase de questions si éventuellement vous en avez. Alors, trois approches pour apprendre à vous connaître et à trouver ce que j'appelle ici votre moi professionnel. Parce que chacun a son moi professionnel. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché de l'emploi? Alors, il y a trois approches que j'ai voulu partager avec vous, qui à la fin de la journée, je dirais, se complètent. Il y a l'approche Ikigai, il y a l'approche Riazek et il y a l'approche de Stéphane Dietre. Donc, j'aimerais dans les prochains slides qu'on essaye de dérouler chacune des approches pour essayer de poser
des bases de la construction de votre projet professionnel. J'espère que le slide va bouger. Alors, pour vous, c'est quoi l'ikigai? Est-ce que c'est une expression que beaucoup, certains d'entre vous ont déjà eu à entendre? Donc, vous pouvez lever la main, hein, pour ceux qui savent ce que c'est que l'ikigai et peut-être nous en dire plus sur les slides. Mais j'ai estimé que c'était important de parler de cela pour vous permettre pour ceux qui sont vraiment encore à la phase de construction et d'élaboration de leur projet professionnel. Alors, l'ikigai, c'est un concept japonais. Je vais rentrer en arrière, s'il vous plaît. L'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire raison, qui signifie raison de vivre. Donc, l'ikigai, en fait, il est question pour chacun de trouver sa raison d'être, sinon ça soit de vivre. Il présente l'idée qu'une vie plus de sens, de satisfaction lorsque on trouve l'équilibre entre différentes dimensions de son existence. Le concept d'ikigai est souvent représenté sous la forme d'un diagramme, quatre cercles qui se chevauchent, chaque cercle représentant un aspect spécifique de la vie d'une personne. Donc, ces aspects-là, pour ceux qui ont vu sur la présentation, il est question de trouver ce que vous aimez. Alors, il y a plusieurs discussions et débats par rapport à cela. Est-ce que c'est obligé de faire un métier qu'on aime? Est-ce qu'on ne fait pas juste un métier parce que il est pécunier? Aujourd'hui, beaucoup de gens cochent la case, je fais un métier parce que c'est ma passion. Alors, tout le monde peut-être n'aura pas la chance de faire un métier dans lequel il est passionné, mais c'est important de cocher que quand on parle de trouver son ikigai, il est question de faire un métier que vous aimez. Alors, les activités que vous aimez, qui vous passionnent et qui vous rendent vraiment heureux au quotidien. Alors, énumérez autour de vous quelles sont les activités qui vous rendent heureux, quelles sont les activités qui vous passionnent. Deuxième cercle, c'est ce dans quoi vous êtes doué. Et là, je touche l'aspect vocation. Quelle est votre vocation? Les compétences et les talents que vous possédez naturellement. Ça part du principe que on vient tous au monde avec un talent naturel, un don inné que chacun a naturellement et l'environnement dans lequel vous êtes peut contribuer ou non à le développer, mais vous êtes venu au monde avec ce talent. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle votre vocation. C'est cette chose que vous faites sans qu'on ne vous paye peut-être, mais quand vous le faites, vous êtes vraiment passionné, vous êtes très content, vous avez de la joie de résoudre cette problématique ou bien de jouer cet instrument ou bien, alors ça peut aller dans tous les sens, mais retenez que c'est la convergence entre ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, donc on parle de vocation, ce pourquoi le monde a besoin. Il faut que ce que vous faites rencontre un besoin par rapport au contexte dans lequel, en rapport ou à l'adéquation, le contexte dans lequel vous vivez. On commence à parler des aspects de mission. Quelle est votre mission? Les besoins du monde qui correspondent à ce que vous pouvez offrir et qui ont un impact positif. Le quatrième siècle, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Je suis d'accord. La passion pour la passion, ça ne paye pas les factures, comme vous avez l'habitude de dire. Donc, c'est important aussi d'identifier un domaine de vendre vos compétences, de vendre votre savoir-faire, de vendre votre talent. Et là, on parlera de profession. On est dans un marché de l'offre et de la demande où vous offrez vos compétences et en contrepartie, le marché de l'emploi, votre recruteur, votre employeur vous donne une rémunération qui est proportionnelle à votre valeur sur le marché. L'ikigai, quand on dit que vous avez trouvé votre ikigai, vous avez trouvé la convergence entre ces quatre cercles. Ce que vous aimez, donc votre passion, ce dans quoi vous êtes doué dans votre vocation, ce pourquoi le monde a besoin, votre mission, et enfin, ce pourquoi vous êtes payé, votre profession. Donc, j'invite chacun d'entre vous à visualiser, à garder ça à l'esprit. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous peut-être sont visuels comme moi. Si vous avez une feuille blanche, vous pouvez prendre une feuille blanche, vous la divisez en quatre et vous mettrez chaque segment. Donc, ce que j'aime, ce dans quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin,
et ce dans quoi je souhaite être payé et commencer à remplir ces cases au fur et à mesure que nous allons progresser, au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, pour ceux qui étaient prêtez attention à la prochaine slide, à la précédente slide, on a parlé de trois concepts qui peuvent vous accompagner à trouver votre moi professionnel. Le deuxième concept, c'est le RIASEC. Alors, le RIASEC a été mis en place par le psychologue John Holland et ce psychologue classe les individus en différents intérêts professionnels. Donc, il part du principe que pour trouver sa passion ou pour trouver ce dans quoi on est, son projet professionnel, ce dans quoi on aimerait être utile pour sa communauté, pour sa société, il faut pouvoir déterminer les intérêts professionnels. Donc, il a donc mis en place un test qui est très utilisé par les praticiens de l'orientation ou de l'évolution professionnelle qu'on appelle le test, le RIASEC. Le RIASEC, alors, euh, le RIASEC classe les individus en 6 types de catégories en fonction de leurs aptitudes professionnelles. Et chacune des lettres, pour le R, pour le I, pour le S, pour le E et le C, correspond à des aptitudes professionnelles. Donc, il y a différentes aptitudes professionnelles en adéquation avec ces différentes lettres. Si la présentation nous suit pas, ça pourra avancer. Alors, je les ai ressortis, hein, ces 6 attitudes professionnelles selon la typologie de Hollande. Je vais revenir en arrière. Non, ça, on est allé un peu trop vite. Je vais revenir en arrière. Alors, il y a le modèle réaliste. Donc, il estime qu'il y a des individus qui sont du style réaliste. Qu'est-ce qu'on entend par réaliste? C'est des personnes qui, c'est des personnes concrètes, c'est des personnes qui sont orientées vers l'action. Je ne sais pas si dans cette expression, certains d'entre vous se retrouvent orientés vers l'action. Et c'est des personnes très, très pratiques dans tout ce qu'ils font. Pour le I, c'est le style investigateur. C'est des personnes de type analytique, curieuses, c'est sur la réflexion. C'est des personnes très, ils vont toujours fouiller, ils vont toujours aller au fond des choses, très, très méticuleux, je dirais même maniaques des investigateurs. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans ce style de personnalité? Le A, c'est pour artistique. C'est des individus très artistiques, créatifs, originaux, qui sont attirés par des activités artistiques. Ça pourrait être des métiers, par exemple, par rapport avec le marketing, où on demande un certain niveau de design, un certain niveau qui font appel énormément à la créativité. Le S, c'est pour le type social. C'est des personnes très empathiques, coopératives, qui aiment travailler avec les autres. C'est très souvent, c'est orienté vers les métiers comme les ressources humaines, très orienté vers l'humain, les métiers, tout ce qui est paramédical, tout ce qui est social, tout ce qui est enseignement. Vous retrouvez les personnes du type social. Le E, c'est les entrepreneurs. C'est les individus ce sont des personnes très ambitieuses, extraverties et qui aiment prendre des initiatives. Donc, si vous êtes ce genre de personne, tout le temps, vous avez des idées, vous êtes fort de proposition, où vous êtes cette personne-là qui est toujours en train de proposer des initiatives, des personnes, alors, en termes de carrière, ça peut aller dans l'entrepreneuriat. Très souvent, c'est orienté vers ceux qui aimeraient faire de l'entrepreneuriat aussi, mais aussi des intrapreneurs dans les entreprises. C'est des personnes qui évoluent très vite parce qu'ils sont toujours en train de proposer des initiatives et de faire avancer l'entreprise. Les conventionnels, c'est des personnes très organisés, très méthodiques et qui aiment travailler avec des données. C'est des chiffres. Des métiers comme comptable, des métiers comme juriste, très souvent, c'est des personnes conventionnelles. Il y a une loi qui encadre, il y a un code de travail qui régit. Donc, il faut le maîtriser et le reproduire tel quel. C'est des personnes, des métiers comme comptable, il y a déjà une loi comptable qui existe, qui définit comment est-ce que les choses sont codifiées. C'est des personnes qui suivent
très facilement les règles. Dans les métiers à rapport à la comptabilité, la finance, c'est très encadré et on entre dans un moule et on reproduit les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà un peu les études que Hollande a mis en place, ce qu'on appelle le RIASEC. Donc, quand on fait le test, je vous invite à le faire, hein, je pourrais partager les liens de ces tests en ligne. Ça existe. Tapez en ligne test RIASEC. Vous allez avoir, vous allez avoir cette plateforme qui propose ces tests-là. Vous allez pouvoir votre style. Et très souvent, le test ressort les trois prédominants. Donc, vous pouvez être du RIA, dire réaliste, investigateur artistique, comme vous pouvez être du SEC, c'est-à-dire social, entreprenant, conventionnel. Oui, vous aurez le fichier, ne vous inquiétez pas. Social, entreprenant, conventionnel. Vous pouvez être du style RIC, réaliste, investigateur et conventionnel. Alors, il y a pas il y a pas de style par excellence qu'il faut être. Vous êtes juste vous. Maintenant, en fonction du métier que vous voulez exercer, vous devez savoir il y aura des traits de caractère ou des aptitudes sur lesquelles vous devez travailler si vous voulez atteindre un métier X ou un métier Y. Et pour terminer sur cette approche du moi professionnel qui revenait sur le test de Hollande et l'ikigai, il y a l'approche de Stéphane Dieutre. Donc, Stéphane Dieutre qui accompagne des personnes envisageant de démarrer leur carrière, leur vie professionnelle, réside dans l'idée que notre vocation siège au carrefour de quatre éléments. J'aime bien cette approche de Dieutre parce qu'il apporte une dernière notion que je développerai tout à l'heure qui a peut-être échappé aux autres. Alors, il y a notre zone d'excellence. Il faut pouvoir, pour Dieu, il faut être capable de déceler votre zone d'excellence. Ce sont vos talents, ce sont nos forces, ce qui nous anime, ce qui nous passionne, ce qui nous rend uniques. Alors, qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos forces? Quels sont vos talents? Il faut pouvoir ressortir cela. Alors, nos besoins personnels, ce qui nous est nécessaire économiquement pour vivre à la hauteur de nos envies. Donc, il faut toujours coupler notre zone d'excellence aux besoins personnels. Quels sont vos besoins personnels, vos besoins existentiels? Il faut les cocher parce que trouver un emploi, c'est aussi satisfaire à ces différents besoins. Les sujets qui nous donnent envie d'agir, la façon dont nous avons envie de contribuer au monde. Et là, moi, je pense, de mon expérience, c'est cet apport que Dieu t'a aussi à amener ou bien contribuer à l'écosystème. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent un emploi qui a du sens. Ce n'est pas juste un salaire, ce n'est pas juste un cadre, mais ils aimeraient ressentir que leur métier leur permet de contribuer à une cause beaucoup plus grande. Donc, ce qui fait du sens pour nous, et après les besoins du monde. Donc, ceux des entreprises, des organisations et des particuliers. Vous travaillez pour développer des compétences que vous vendez aux organisations, mais des organisations qui ont des besoins spécifiques. Donc, il faut toujours vous rassurer que le métier que vous souhaitez exercer ou bien en développement que vous êtes en train de construire, il doit répondre à une problématique, un besoin qu'une entreprise a. On ne peut pas aller dans tous les sens sans toutefois clarifier clairement qu'est-ce qui vous conditionne de façon claire, etc. Donc, Dieu, dans son approche, il faut identifier votre zone d'excellence. Vous êtes doué en quoi? Quel est votre talent? Qu'est-ce qui vous rend unique? Quand on parle de vous, qu'est-ce qui est exceptionnel en vous que vous pouvez mettre aux yeux du monde, offrir au monde sur la base des compétences que vous avez? Vos besoins personnels, ce qui fait du sens, ce à quoi vous aimeriez contribuer, la cause pour laquelle vous aimeriez agir, mettre vos compétences en contribution, mais aussi les besoins du monde. Donc voilà un peu les trois approches qui peuvent vous permettre de définir ce que j'ai dit plus haut, à savoir votre moi professionnel. Donc, j'espère
à partir d'aujourd'hui ou de maintenant, que vous êtes capable de définir votre moi professionnel. Alors, pour poursuivre, en espérant que ça avance, pour poursuivre, trois compétences à développer et à construire. Trois compétences à développer et à construire. Premièrement, c'est les compétences métiers. Donc, il faut vous dire que sur le marché de l'emploi, gardez à l'esprit, j'ai vu dans les chats, beaucoup ont dit qu'ils étaient étudiants, donc sont encore en train de structurer une offre de compétences avant sur le marché de l'emploi. Mais peut-être ça parle un peu plus à ceux qui ont déjà fait des stages, ont commencé une expérience professionnelle. Il y a des compétences métiers. Donc, les compétences métiers, c'est celles qui sont associées à votre savoir-faire professionnel, ce que j'ai résumé par votre geste professionnel. Elle évolue aussi à la technologie. Donc, il faut vous dire, sur le marché de l'emploi, quelles sont les compétences métiers? Par rapport à mon métier, quelles sont les compétences que je dois développer, que je dois renforcer ou que je dois aller acquérir pour ceux qui sont encore en début de carrière? Donc, certaines compétences métiers disparaissent aussi et réapparaissent. Donc, il faut vous dire aussi que les compétences que vous avez aujourd'hui, le marché de l'emploi pourrait ne pas avoir besoin de ces compétences demain. Donc, par rapport à votre secteur d'activité, demandez-vous, posez-vous aussi la question de savoir comment est-ce que votre métier sera transformé, comment est-ce que votre métier va évoluer pour pouvoir effectivement anticiper et aller acquérir ces compétences avant que, lorsqu'il est encore temps, pour avoir un bon positionnement le moment venu, le moment où la bascule se fera. Les compétences transversales sont considérées comme interdisciplinaires. Elles renvoient soit à des savoirs de base comme la maîtrise d'une langue, la connaissance des outils bureautiques, la gestion de projet. Donc, il y a des compétences qui sont transversales. C'est-à-dire, quel que soit le métier qu'on a, quel que soit le métier qu'on exerce, vous devez les avoir. Elles vous aident à intégrer à faciliter votre insertion sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on conçoit très mal un cadre d'entreprise ou bien un manager qui ne sait pas utiliser, ne sait pas faire un rapport, ne sait pas faire une présentation, ne sait pas parler plusieurs langues. C'est des compétences quel que soit le métier, elles sont transversales, vous pouvez les développer et elles contribuent énormément à vous développer et à contribuer énormément à votre évolution professionnelle. La dernière catégorie de compétences, ce sont des compétences comportementales. Alors, c'est la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. Alors, c'est des compétences telles que résoudre des problèmes, c'est des compétences telles que gérer du stress, gérer votre stress, c'est des compétences telles que euh, développer un réseau, donc nouer des relations avec des gens. C'est pas toujours évident, c'est tout le monde, mais c'est des compétences qu'il faut intégrer et vous dire que vous devez développer. Donc, gardez à l'esprit que vous devez structurer les compétences que vous développez en trois catégories. Les compétences métiers, compétences transversales et les compétences comportementales. Alors, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Je mets une fixation sur cette pensée parce que je pense qu'elle va, elle fait une transition sur ce qui va suivre, sur l'échange qu'on va avoir par la suite. On ne peut pas euh, atteindre un objectif si on ne se fixe pas une ligne de conduite, si on ne se fixe pas un horizon à atteindre et si on ne se donne pas les moyens de les réaliser. Donc, la chance, le sourit qu'aux esprits bien préparés. C'est une citation que j'ai empruntée de Louis Pasteur. Alors, pour faire transition, j'ai ressorti 7 outils, je vais rentrer en arrière, 7 outils pour élaborer un projet professionnel. 7 outils pour élaborer un projet professionnel. Donc, tour à tour, on va dérouler l'ensemble de ces outils. Et j'espère que ça sera, je vais dire quoi, une feuille de route qui pourra vous aider
à réellement matérialiser votre projet professionnel. Parce que jusque-là, peut-être on parle, on dit des choses, on est dans des notions, dans des concepts. J'aimerais que vous puissiez maintenant toucher du doigt réellement comment est-ce qu'on construit un projet professionnel. Donc, j'ai ressorti cet outil que moi j'utilise hein, constamment, que ce soit dans l'accompagnement ou bien dans ma carrière personnelle et qui me permet aussi de pouvoir me positionner sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que je vous souhaite également de pouvoir les prendre en main et, et que cela vous serve tout au long de votre carrière. Donc, le premier outil, c'est l'interview. L'interview est menée auprès des professionnels pour obtenir des informations sur un métier ou un secteur. Avec des questions ouvertes ou des relais, il suffit d'interviewer une petite dizaine de personnes pour avoir un bon échantillon de réponses. J'ai formulé quelques exemples de questions hein, pour que vous puissiez vous positionner. Alors, quelle formation amène à ce métier? Comment se déroule une journée type? Que pouvez-vous me dire sur votre métier? Cela part d'un constat simple. Beaucoup d'entre vous ont envie de faire un métier, mais n'ont pas d'idée sur comment se positionner sur le métier. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui pratiquent ce métier, mais vous n'allez jamais vers eux. Vous n'allez jamais leur poser les bonnes questions. Pourquoi? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous avez peur de poser ces questions à ces professionnels? Alors, l'interview vous permet de vaincre cette peur-là, d'aller vers des gens qui sont peut-être de votre réseau professionnel, des gens qui sont peut-être des mentors, mais qui pourraient vous aider à voir plus clair sur votre métier, avoir des informations qui vont vous aider à structurer votre projet. Mais avant d'y aller, soyons d'accord, je vous invite à préciser l'objectif de l'interview. Donc, quand vous écrivez, quand vous entrez en contact avec une personne, que ce soit par mail, que ce soit via LinkedIn, ou bien il y a quelqu'un qui a facilité une mise en relation, il faut toujours préciser l'objectif de l'interview. Pourquoi vous voulez rencontrer la personne? Quelles sont vos attentes? Déterminez quel type de personne interviewer. Est-ce que c'est des professionnels métiers? Est-ce que c'est des intermédiaires? Est-ce que c'est des directeurs de ressources humaines? Et après, il faut construire un guide de l'interview. Très souvent, dans la pratique, c'est un exercice qui dure en moyenne 1 heure en présentiel. Donc, lorsque vous écrivez à une personne que vous souhaitez interviewer, demandez à la personne si s'il est possible de vous accorder 1 heure de temps pour pouvoir échanger sur une problématique que vous avez, une problématique métier que vous avez, ou bien vous souhaitez simplement apprendre davantage sur la personne et ça vous aidera à mieux structurer votre plan de carrière et à ajuster par rapport aux challenges peut-être que vous rencontrez aujourd'hui ou bien que vous traversez. Donc, le premier outil, c'est l'interview. Ici, il est question d'identifier des personnes autour de vous qui font ce métier, d'aller vers cette personne. Vraiment, je vous invite à vaincre cette peur-là. Beaucoup ont peur d'aller vers des gens qui excellent déjà dans ce à quoi ils aspirent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quelqu'un existe dans le monde qui a l'information que vous avez. Pourquoi n'allez pas vers cette personne pour apprendre de son expérience, pour vous permettre de gagner en temps et de ne pas commettre les mêmes erreurs que cette personne aurait commis dans sa carrière. Donc, c'est ce à quoi sert l'interview. Deuxième outil, c'est l'étude de marché. Alors, cela consiste à recenser les données qui caractérisent l'actuel ou futur terrain de jeu. Le marché de l'emploi est un terrain de jeu sur lequel une personne souhaite s'engager professionnellement. Qu'il s'agisse d'un métier, donc il y a 3 axes. Un métier, il y a l'axe métier. Je peux vouloir collecter les informations sur la base du métier. Je peux vouloir collecter les informations sur la base de l'activité. Je peux vouloir collecter les informations sur la base des bassins d'emploi.
Donc, en termes de famille, d'emploi, de façon générale. Donc, la personne doit pouvoir concorder son projet professionnel à la réalité du terrain. On parle de projet professionnel depuis, mais ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Le projet professionnel doit correspondre aux réalités et aux enjeux du terrain. Alors, trois axes. Il faut obtenir un maximum de données et d'informations. Donc, dans cette collecte-là, via des moteurs de recherche d'emploi, via des plateformes de recherche d'emploi. Moi, il y a un exercice simple que je fais, et je ne l'ai peut-être pas mentionné. J'ai pris l'habitude de lire les offres d'emploi. C'est un outil aussi que je vous amène à pratiquer constamment. En lisant les offres d'emploi en rapport avec le métier que vous voulez faire, vous allez savoir, vous allez pouvoir recenser sur une feuille quels sont les besoins des entreprises. Qu'est-ce qui revient couramment lorsqu'ils recherchent des talents? Et peut-être si vous n'avez pas encore ces compétences-là, allez les développer parce que c'est ces compétences qui sont recherchées. Une fois que vous êtes à l'école, vous ne vous posez pas la question de savoir quelles sont les attentes des entreprises, quels sont les besoins des entreprises. Donc, c'est un exercice qui va vous aider à collecter les informations et les données pour pouvoir réajuster votre projet. Identifier les différentes contraintes. Un métier, ça a aussi beaucoup de challenges. Quelles sont les objections auxquelles vous pouvez faire face et comment vous pouvez anticiper pour vous démarquer. Et après, ressortir aussi les opportunités. Il y a des opportunités en rapport avec votre profil. Il faut reconnaître aussi quelles sont les niches, savoir identifier quelles sont les niches d'opportunités sur la base des compétences, l'ensemble des compétences que vous développez au quotidien et qui peuvent vous permettre de pouvoir vous positionner positivement. Alors, le marché, trois points, hein. Le marché de l'emploi est un point de rencontre entre l'offre et la demande. Ne perdons pas de vue. Je viens sur le marché avec quelque chose à offrir. Si je ne me prépare pas pendant cette phase-là, dans laquelle on est maintenant, avoir la meilleure offre qui rencontre la demande, je ne pourrai pas me vendre sur le marché de l'emploi. Il faut regarder les différentes études liées au marché de l'emploi. Il y en a beaucoup, hein. Il y a par exemple la consultation de l'OIF, si vous pouvez la lire pour voir les besoins. Il y a celle du World Economic Forum qui retrace les métiers dans les scènes, publié en 2020, qui retrace les métiers euh, dont on aura besoin dans les 5-10 prochaines années, lesquels seront en tension, comment est-ce que l'intelligence artificielle va être en train de transformer les métiers. C'est les études auxquelles il faut avoir accès et qui peuvent vous permettre de pouvoir anticiper sur des besoins en compétences et, euh, et commencer à vous former maintenant pour vous démarquer. Alors, LinkedIn reste pour moi une source de collecte d'informations parce que là-dedans, vous avez des recruteurs, vous avez des offres d'emploi, vous pouvez vous vendre. Donc, je vous invite, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de compte LinkedIn, à en créer pour pouvoir avoir des informations sur les entreprises et généralement sur leurs besoins en recrutement et leurs besoins en talent et leurs besoins en compétences dans les 5-10 prochaines années et comment est-ce qu'ils vont se démarquer par rapport à leurs attentes. Donc, l'étude de marché, alors lorsque, un, j'ai réalisé l'interview, donc je connais un peu, j'ai rencontré des personnes qui font déjà ce métier, qui excellent. Après, j'ai fait l'étude de marché moi-même pour voir quelles sont les attentes en termes de besoins d'entreprise. Est-ce que ce dans quoi je me forme ou bien les compétences que je développe à date, est-ce qu'elles répondent réellement à un marché? Je formule donc maintenant mon projet. Je formule mon projet. Alors, pour formaliser son projet, évaluer les diverses alternatives de façon à en mesurer la faisabilité, nous proposons une méthode qui s'adapte très bien aux stratégies individuelles. Donc, il s'agit de renseigner trois rubriques sur son projet et chaque alternative. Un, l'intérêt du projet et son activité pour l'intéresser. L'accessibilité du projet au parcours et aux capacités de l'intéressé et des contraintes de l'environnement. Il y aura toujours des challenges. Donc, il faut toujours matcher vos- votre projet et la capacité à le réaliser. Et enfin, réellement, la capacité de l'individu à réaliser le projet. Donc, sur ce vu, les compétences que vous avez et
Les compétences en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, votre projet est un rêve? Ou bien vous vous donnez les moyens de le réaliser? Ou bien vous avez les compétences qu'il faut pour le réaliser? Ou bien vous avez tout ce qui vous permet de vous distinguer pour pouvoir vous positionner? Alors, en 5 points, il est question de définir et préciser son projet en quelques mots. Est-ce que le projet, il est clair? Je veux être architecte. J'aspire au métier de. Comment est-ce que vous pouvez résumer votre métier en quelques mots? Comment vous voyez l'environnement dans lequel vous pouvez travailler? Est-ce que si on vous met en mer, en pleine plateforme pétrolière, avec l'eau, la mer autour de vous, est-ce que c'est un environnement qui vous plaît? Est-ce que vous aimez travailler dans les plateformes, dans les chantiers? Est-ce que vous aimez travailler en bureau d'études? Est-ce que vous aimez travailler dans un environnement qui est comme un bureau? Il faut pouvoir mettre sur une feuille blanche comment est-ce que vous pensez votre métier, votre projet, votre profession? Il faut évaluer l'intérêt de votre projet. Quel est l'intérêt? Quel est votre niveau d'engagement aujourd'hui à date? Avec tout ce que vous avez déjà eu à développer en termes de compétences, de savoir-faire, de certification, estimez aussi le coût. Est-ce que votre projet est réalisable? Quels sont les challenges aujourd'hui par rapport à ce que vous visez? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est atteignable? Identifiez sa capacité à réaliser votre projet. Donc, quels sont les challenges que vous pouvez rencontrer sur le chemin? Mais comme il n'y a pas un seul projet, il faut aussi comparer les alternatives. Il faut comparer. Peut-être que vous avez un ou deux projets. Comparer vous permettra aussi de voir dans quel projet réellement vous vous engagez. Voilà une approche de formulation qui peut vous aider à vous positionner par rapport à votre métier. Alors, le quatrième point, alors si on peut revenir en arrière, le quatrième point, c'est la représentation focale. Alors, la représentation focale vient un peu ça a été un peu emprunté de l'outil SWOT pour ceux qui peut-être font du management, qui utilisent le management. Il est question généralement de ressortir dans chaque projet ou bien dans le marketing, vos forces, vos faiblesses, vos menaces et vos opportunités. La représentation focale s'inspire en fait de cet outil SWOT et a été adapté par le centre de compétences Atlas au projet individuel. Généralement, ça vient du marketing, mais ça a été contextualisé à l'accompagnement, notamment à l'évolution professionnelle. Donc, dans chaque projet, puisqu'on est en train de le formuler, votre projet, il est question de définir quelle est la finalité du projet. Est-ce que vous voulez trouver un emploi? Est-ce que vous voulez créer une entreprise? Parce que encore aujourd'hui, moi, je fais rarement la différence entre, quand on parle d'employabilité, je fais rarement la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que je pense que le dénominateur commun entre les deux, c'est la compétence. À la fin de la journée, que on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, on attendra toujours de vous que vous délivrez un résultat, vous apportez une valeur ajoutée ou que vous offrez vos compétences. Donc, le salarié postule, l'entrepreneur aussi répond à des appels d'offres. C'est une manière aussi de candidater. Et on candidate sur quelle base? Sur la base toujours des expériences passées, sur votre CV. Donc, peut-être que le salarié aura le CV, mais l'entrepreneur aura son portfolio qui résume et retrace l'ensemble des expériences dans lesquelles il a été mis en condition, en situation rapport au projet qui est visé pour lequel il est en train de compétir pour gagner l'appel à candidature. Donc, il faut définir clairement quelle est votre finalité. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais beaucoup d'entre vous ont déjà des aptitudes à entreprendre. Est-ce que je m'oriente pour trouver un emploi? Dans ce cas, c'est un canevas bien précis. Est-ce que je m'oriente pour créer une entreprise? Dans ce cas, c'est aussi une approche, une démarche qu'il faudrait clairement définir et identifier. Alors, pour focal, F, c'est la finalité. O, c'est les opportunités. Mais pas n'importe quelle opportunité, c'est les opportunités du marché auquel on s'adresse. Quelles sont, quand on regarde sur le marché, aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'informatique, le besoin est énorme.
on parle d'informatique, est-ce qu'on parle de développement d'application? Est-ce qu'on parle de la sécurité? Est-ce qu'on parle du big data? Alors, est-ce que je suis dans un domaine qui a un besoin, donc il y a énormément de besoins sur le marché de l'emploi. Donc, il faut pouvoir identifier les opportunités du marché. Est-ce que c'est porteur? Est-ce qu'il y a énormément de demandes sur le marché? Et comment est-ce que je me positionne par rapport à tout cela? Alors, si c'est les contraintes, je peux avoir des challenges aujourd'hui par rapport à ma carrière, à financer ma carrière. Je peux aujourd'hui me rendre compte, quand je fais un bilan de compétences, qu'il y a des certifications que je n'ai pas et qui pourraient m'aider à affiner mon projet professionnel. Donc, je peux aujourd'hui trouver un emploi dans un pays autre que mon pays d'origine. Euh, Est-ce que je suis prêt à laisser tout ce que j'ai? On parle généralement de sortir de ma zone de confort pour aller travailler à l'international. Est-ce que j'ai encadré les moyens qui me permettent d'atteindre cet objectif? Donc, est-ce que j'ai fait un passeport? Est-ce que je suis éligible? Voilà. Donc, quand on parle de contraintes, c'est l'ensemble de ces contraintes-là. Alors, les atouts et les talents que vous avez de la personne. Donc, je dois pouvoir partir de ce que j'ai déjà fait aujourd'hui pour me demander, est-ce que je suis la meilleure personne par rapport au projet que je suis en train de définir? Est-ce qu'aujourd'hui, si on cherche les meilleurs ingénieurs en big data, est-ce que je travaille pour être le plus performant dans mon domaine? Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux être topographe, si j'aspire peut-être à être topographe, est-ce que j'ai validé toutes les cases? Est-ce que j'ai coché toutes les notions qu'un bon topographe doit avoir pour pouvoir me positionner? J'aimerais peut-être faire de la finance de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux challenger, quel que soit le pays dans lequel je me trouve, n'importe quel autre interlocuteur si on commence à parler finance de marché? Est-ce que j'ai fait mes devoirs professionnels pour cocher l'ensemble des cases qui m'aident à être qui m'aident à être un, 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 un top performer dans mon domaine, globalement. Et après, les limites. Les limites ici, c'est ce qui limite la personne en termes de budget. Ça pourrait être, par exemple, je n'ai pas encore le diplôme. Je vois une belle opportunité d'emploi. On me demande une licence, un niveau licence, alors que je suis en troisième année, je n'ai pas encore mon diplôme. C'est une limite pour moi. Or, je pense que je peux faire le job. J'ai fait quelques stages. Je n'ai pas encore mon diplôme de licence. Je n'ai pas encore validé mon diplôme de licence. J'ai le diplôme requis, mais on demande un nombre d'expériences que je n'ai pas encore. Est-ce que je peux quand même candidater? Donc, globalement, quand on parle de limite, c'est en fait cela. Et aussi en termes de budget, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir me positionner par rapport aux challenges et aux défis que j'ai rencontrés par rapport à mon projet professionnel. Donc ça, c'est en point 4. En ça, euh, au plan 5, vous connaissez déjà le business model Canva, mais j'ai essayé de le contextualiser aussi dans une approche de recherche d'emploi. Dans une approche ici qui s'appelle Lean Canva. C'est un outil qui a été créé par H. Moria. Alors, est-ce qu'on peut... un outil qui a été créé par H. Moria, mais beaucoup plus orienté, comme je l'ai dit, pour les startups et les entrepreneurs. Donc, initialement, c'est un outil qui aidait les entrepreneurs à vendre facilement leur idée d'entreprise à une organisation. Bon, si on peut revenir sur le 5, j'arrive pas à me positionner sur le 5. Alors, globalement, il est question de convaincre en très peu de temps sur les éléments précis. Et ces 9 cases, je vous invite, hein, vous prenez une feuille blanche et vous mentionnez ces 9 cases dans une feuille blanche. J'arrive pas à revenir sur le 5. C'est bon, c'est bon. Vous mentionnez vous mentionnez ces 9 cases sur une feuille blanche et vous essayez de vous projeter par rapport à votre carrière ou à votre vie professionnelle. Alors, le premier point, c'est j'aimerais travailler dans quel type d'entreprise, dans quelle catégorie d'organisation.
J'aimerais collaborer avec quel type d'interlocuteur? C'est la première case. Donc, un, quel type de client, quel type d'entrepreneur, quel type d'employeur j'aimerais collaborer. Donc, tout le monde, hein, je pense, aujourd'hui, et les entreprises. Alors, j'essaie d'avancer, hein, désolé, j'essaie d'avancer sur le slide 5, euh, de peur d'aller trop vite. Ça va arriver sur le slide 5 pour ceux qui le suivent. Merci. Donc, tout le monde ici, je suis sûr, a sa shortlist d'entreprises dans laquelle ils aimeraient travailler. Si je me demande maintenant, donnez-moi les 5 entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Chacun va me donner euh, une liste de 5 entreprises à laquelle, quand il se lève le matin, il dit, bah, moi, j'aimerais travailler là-bas parce que les entreprises ont travaillé ce qu'on appelle, ont développé une marque employeur forte si bien qu'elle attire les talents naturellement. Donc, c'est parce qu'il y a des actions marketing RH qui ont été mises en place pour que ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, quels sont vos top 5, top 10, top 20 d'entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler? Donc, c'est un exercice que je vous invite à faire. Priorisez-les. Qu'est-ce que je peux faire pour y travailler après? Il faut toujours mettre des actions bien précises. Oui, entreprise telle, mais comment est-ce que je fais pour intégrer cette entreprise? Deux, le problème à résoudre. Ici, vraiment, vous faites dans l'interview qu'on a fait auprès des professionnels, le but aussi, c'est d'identifier quels sont leurs challenges. Je vais dans une entreprise, je rencontre un directeur technique et je leur demande, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Donc, en collectant ces difficultés, ça vous donne de la matière à vous demander, OK, sur la base de l'expertise que je développe, comment est-ce que je peux aider à résoudre une problématique X ou une problématique Y qu'une entreprise rencontre? Donc, je vous invite dans votre interview à collecter les besoins des entreprises, les difficultés et les challenges que auxquelles les organisations font face pour vous demander comment, sur la base des compétences que vous développez, vous pouvez résoudre, contribuer participer à résoudre ces problématiques-là. Ça vous donne déjà un canevas pour structurer votre projet. La promesse unique. Alors, souvent, on vous pose souvent la question à l'entretien, pourquoi vous et pas notre candidat? Pourquoi on doit travailler avec vous? Beaucoup de candidats, souvent, ont du mal à répondre à cette question. Pourquoi on doit travailler avec vous? Pourquoi vous êtes un candidat unique? Pourquoi vous êtes un candidat spécial? Pourquoi vous êtes un candidat particulier? Alors, c'est la manière de résoudre la problématique, la manière de solutionner votre challenge. Il faut, quelqu'un parler de valeur ajoutée, c'est exact. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend spécial? La solution proposée, c'est l'ensemble des expertises que vous allez développer sur la base de vos expériences, des stages que vous avez faits, des connaissances que vous avez sur le sujet, qui permettra de proposer une offre de compétences adaptée aux besoins de l'organisation ou des organisations que vous avez répertoriées en tête de liste par rapport aux entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Les médias et comment est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites. Ça aussi, c'est un gros challenge pour les professionnels. Vous êtes nombreux à faire de bonnes choses, de belles choses, mais il n'y a que vous qui savez que vous faites de bonnes choses, de belles choses. Heureusement que les prochains jours, on parlera des sujets encore plus intéressants. On reviendra, on insistera dessus. Mais c'est important de communiquer sur ce que vous faites pour dire aux gens, au monde, voilà ce que je fais. Je suis à tel endroit, dans tel pays, je développe des compétences dans ça. Voici les résultats que j'ai atteints. Voici les solutions que j'ai proposées parce qu'il y a d'autres acteurs ailleurs qui ont besoin de vous. Donc, pensez toujours à communiquer ce que vous faites pour pouvoir identifier des interlocuteurs qui peuvent avoir besoin de l'expertise ou de l'expérience que vous avez à offrir. On a parlé des sources et les potentiels revenus. Dans tout ce que vous faites, il faut vous dire que est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Qu'est-ce que vous disposez aujourd'hui comme ressources pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez fixé? Une source peut être simplement de pouvoir financer un compte LinkedIn
euh, LinkedIn Premium pour faire des certifications en ligne et pouvoir vous former et apprendre votre domaine. Est-ce que vous avez besoin d'aller vers des gens pour pouvoir vous faire accompagner, vous faire financer? Toujours est-il qu'il faut définir clairement qu'est-ce que vous possédez comme moyen à date et qu'est-ce que vous devez aller chercher comme ressources, comme source de revenus ou source de tout ordre qui va favoriser le développement ou l'évolution de votre carrière. Certainement, on tombe sur l'aspect investissement financier. Il y a toujours une possibilité pour atteindre votre objectif, mais il faut trouver le bon environnement, le bon cadre qui pourra favoriser votre développement. Il faut l'identifier tôt et être capable et être en mesure de pouvoir y apporter valeur ajoutée. Les indicateurs clés, tout ce qu'on fait là, comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de réussir? Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie? C'est parce qu'on a fixé des objectifs en amont, on le verra tout à l'heure. C'est parce qu'on s'est fixé des objectifs en amont qu'on peut clairement dire aujourd'hui si on les a atteints ou pas. Donc, quels sont les indicateurs de performance ou les indicateurs de succès que vous vous êtes définis pour dire que, OK, aujourd'hui, mon projet est à telle étape, j'ai déjà telle courbe de croissance, j'ai déjà eu à faire ça, voici les résultats que j'ai obtenus. Au moins, vous savez que vous avez progressé, vous avez allé à une autre étape et aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir quantifier cela et vous mesurez clairement que vous avez beaucoup progressé par rapport à vos challenges et à vos difficultés. Et après l'avantage, qu'est-ce que votre projet a de plus que les autres? Qu'est-ce que vous apportez sur un plan innovation, sur un plan disruptif? On parle beaucoup de disruption. Sinon, tout le monde fait la même chose, mais comment est-ce que vous le faites de façon à vous différencier du marché de façon générale? Alors, en point 6, on tombe donc sur un plan d'action. Si on arrive à avancer, tout ce qu'on a fait, oui, on parle de projet professionnel, on est en train de le construire, on donne les outils pour le construire, on est en train de le peaufiner là. J'espère alors, j'espère que certains sont en train de faire l'exercice en même temps, parce que généralement, c'est bien quand vous le pratiquez, ça fait que ça permet que ça facilite les questions aussi, sont plus pertinentes, plus contextualisées par rapport aux challenges auxquels vous rencontrez au quotidien, auxquels vous faites face. Alors, il faut toujours mettre en place un plan d'action. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un outil qui est efficace. Concevoir un plan d'action. Lorsque l'on aborde un projet d'évolution professionnelle, on évoque inévitablement sa mise en œuvre, sa réalisation et la réalisation d'un plan d'action. Donc, il faut définir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux atteindre. Il se réalise une fois que le projet est bien défini. Là, il est défini en amont, donc on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut réaliser et validé par les outils de la de décision. Comme on l'a vu en amont, il sert de repère tout au long de la mise en œuvre du projet. C'est votre guide, c'est votre boussole. Ce qui sera question de revenir constamment, réajuster, peaufiner, améliorer, voir comment ça évolue. Donc, le plan d'action constitue le fil conducteur d'une stratégie et de plusieurs actions à réaliser. C'est une stratégie. Si vous revenez en amont, on est en train de mettre en place une stratégie qui correspond à votre plan de carrière, votre développement tout au long de votre carrière. Il se réévalue chaque fois que nécessaire, notamment lorsqu'une action décidée ne semble plus performante. Il peut arriver que dans votre plan d'action, vous vous êtes rendu compte que l'objectif que vous vous êtes fixé a déjà été atteint ou bien n'est plus pertinent. Vous pouvez remplacer par l'autre objectif et continuer maintenant à mesurer cet objectif. Est-ce que ça évolue de façon générale? Il faut intégrer aussi la possibilité de mesurer la performance des actions menées. Comment est-ce que vous mesurez que vous avez atteint les résultats que vous vous êtes définis en amont? J'ai donné quelques objectifs là, les miens, hein, ça peut être aussi les vôtres. Rencontrer CNDRH avant décembre 2023, de 2023. Passer ma certification PMP avant juin 2024. Par exemple, j'ai envie de faire, d'apprendre à gérer les projets. L'une des certifications les plus demandées sur le marché, c'est le PMP. Donc, je décide de passer mon PMP parce que je veux apprendre à gérer les projets. L'objectif, c'est apprendre à gérer les projets. Après, quand je fais mon interview, en échangeant avec une des personnes interviewées, je collecte l'information. Pour bien se former dans la gestion de projet, il faut passer une certification qui s'appelle le PMP. Donc, je me donne l'objectif. Il faut que je me forme avant juin 2024 pour pouvoir avoir
valider cette compétence-là qui va m'aider et aura un impact sur le développement de ma. Je vous ai perdu un moment, je vous ai perdu un moment, j'espère que vous êtes en ligne. Si vous êtes en ligne, vous pouvez juste lever les mains pour me rassurer que vous m'entendez toujours. Alors, assister à 10 conférences dans mon domaine par mois. Ça peut être un objectif, hein. Je veux me former, je veux rencontrer des gens qui font qui ont, avec lesquels je partage les mêmes centres d'intérêt, donc je décide de les rencontrer, discuter avec eux pour pouvoir en apprendre davantage. Alors, et apprendre à adapter mon CV aux opportunités. Depuis que je fais des CV, je faisais le même CV et j'envoyais à toutes les entreprises. Maintenant, je sais que pour faire un CV, il faut qu'il soit adapté aux besoins des organisations. Donc, je décide maintenant que chaque fois que je fais un CV, il faut qu'il soit adapté et qu'il réponde à une problématique bien précise. On verra dans les prochaines présentations demain sur comment est-ce qu'on se vend et on essaiera d'entrer très en profondeur sur cette problématique de comment est-ce qu'on fait un CV, comment est-ce qu'on se vend, on veut de motivation. Donc, juste pour dire que voilà l'objectif que je peux définir, alors ce que je peux fixer et me dire, alors l'objectif, c'est des actions, c'est un délai et c'est un résultat. Chaque objectif, je dois le décliner en action, je dois fixer un délai et je dois mesurer les résultats que j'ai atteints par rapport à l'objectif. Alors, augmenter le volume. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous ne m'entendez pas bien? Je vais essayer d'augmenter le volume alors. Quelqu'un a écrit. Donc, ça, c'est un exemple de plan d'action pour pouvoir vous aider à prendre le contrôle sur le suivi. Je suis conscient que vous avez beaucoup, vous êtes volontaire, vous faites beaucoup de choses, mais l'expérience montre que vous n'êtes pas discipliné. Beaucoup ne sont pas disciplinés. Dans la structuration, il faut vous donner une discipline. Pour avoir des résultats, il faut vous discipliner. Et le fait de pouvoir faire un suivi, le fait de pouvoir faire un suivi de vos objectifs, de les décliner en action, de mettre des délais d'exécution, ça vous permettra de pouvoir quantifier exactement l'évolution de votre du chemin que vous êtes en train de construire et de vous démarquer par rapport à cela. Alors le point 7, j'essaie d'avancer sur le point 7. Euh, donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'indicateurs de performance. On va revenir pour terminer ces 7 outils. Il faut pouvoir vous dire qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif final. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif final? Sur le point 7, qu'est-ce que je vise comme objectif final? Donc, on parlera là d'indicateurs clés de succès, mais pour atteindre ces résultats clés de succès, ces indicateurs clés de succès sont conditionnés par des facteurs clés de succès. Donc, en amont, vous devez être capable d'identifier des facteurs clés de succès qui vont conduire à des indicateurs clés de succès. Alors, tout facteur clé de succès désigne des moyens et ressources permettant d'atteindre l'objectif fixé initialement, à la différence des indicateurs clés de succès qui, eux, désignent ce à quoi on voit que l'objectif est réalisé et à quel pourcentage. Ça vous permet de mesurer clairement l'avancée ou l'évolution. Je ne sais pas si on peut avancer. Je n'arrive pas à me positionner sur le slide 7. OK, c'est bon, merci. Alors, pour ceux qui nous suivent, globalement, donc j'étais en train d'expliquer le dernier outil, c'est de pouvoir mettre sur une même ligne les facteurs clés de succès et les indicateurs clés de succès, tout en gardant à l'esprit que euh, les, les, les indicateurs clés de succès
sont conditionnés par les facteurs clés de succès. Donc, ça désigne les moyens et ressources permettant d'atteindre l'objectif fixé initialement, dans la différence des indicateurs clés de succès qui, eux, désignent ce à quoi on voit que l'objectif est réalisé et à quel pourcentage. On peut mesurer, on peut quantifier. Donc, il est question de se réaliser souvent des fois, globalement. Donc, j'ai pris un exemple hein, pour pouvoir illustrer cela. Je veux avoir un nombre d'entretiens. Je veux avoir un nombre maximum d'entretiens. Si je veux avoir un nombre maximum d'entretiens, je dois pouvoir envoyer régulièrement des candidatures. Alors, les facteurs clés de succès, par exemple, je veux réaliser un projet professionnel en accord avec mes valeurs. Donc, je dois cibler des entreprises qui me permettent, qui m'offrent ce cadre pour pouvoir me positionner par rapport à cela. Donc, dites-vous dans votre démarche quels sont les facteurs clés de succès sur le plan de renforcement de votre projet professionnel, mais aussi en amont, quels sont les indicateurs que vous pouvez mettre en place pour pouvoir mesurer le suivi et l'évolution de votre carrière. Alors, pour conclure, je sais que vous avez beaucoup de questions et je suis impatient de répondre à l'ensemble de vos questions. Je terminerai par cette citation de Sénèque qui dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, on peut adopter la posture de se plaindre que ça n'avance pas, que c'est difficile, qu'on ne trouve pas un emploi, sans jamais prendre les actions qu'il faut, sans jamais euh, retrousser ses manches pour aller construire un projet, euh, construire un projet professionnel solide, aller vers le marché de l'emploi. Donc, j'espère que cette première présentation qu'on a faite aujourd'hui vous a aidé à vous projeter par rapport à votre projet professionnel, à apporter des éléments de réponse auxquels beaucoup d'entre vous se posaient et vous permettra de structurer votre projet professionnel qui est en amont ici. Ce travail est en amont de ce qu'on fera demain, mardi et mercredi sur comment préparer sa candidature, parce qu'on ne peut pas préparer une candidature à l'emploi si on n'a pas de projet professionnel. On verra qu'il y a une très grosse contradiction. On va vers le marché quelque chose à offrir, tel qu'on l'a décrit, on l'a défini tout à l'heure. Donc, s'il n'y a rien à offrir, ça ne sert à rien. Donc, le projet professionnel vous permet déjà d'avoir quelque chose à offrir au marché. Et demain, on verra comment est-ce qu'on prépare, donc, on encapsule tout cela via les outils de recherche d'emploi pour pouvoir vous faire repérer des recruteurs et pouvoir avoir la possibilité de vendre cette expertise-là aux organisations qui ont besoin qui ont besoin de votre savoir-faire, mais aussi en dernière journée, de développer votre marque personnelle. Donc, pour pouvoir rester visible des recruteurs et de pouvoir, en ce moment-là, vous faire recommander, vous faire débaucher par les organisations et prendre pleinement conscience et en main votre employabilité. Merci pour votre disponibilité et votre écoute studieuse. Je suis ouvert pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que vous en avez. J'ai vu beaucoup de questions déjà commencer à circuler via le chat. Donc, je suis disponible et disposé à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vais passer dans les questions. Euh, Alors, je propose, hein, je pense que c'est le format qui a été validé, que les questions soient mises sur la phase questions. Je regarderai aussi peut-être dans la discussion s'il y a des questions qui reviennent, qui reviennent aussi pour pouvoir répondre. Alors, Wilfried Goli, bonjour. Je suis diplômé, je n'ai pas encore trouvé d'emploi et je voudrais acquérir des compétences pour entrer dans le domaine du pétrole.
Je signifie que j'ai un diplôme en eau et environnement. Je suis diplômé, je n'ai pas encore trouvé un emploi et je voudrais acquérir des compétences pour entrer dans le domaine du pétrole. Alors, je veux acquérir des compétences. Wilfried, vous voulez travailler dans un domaine auquel vous n'avez pas encore développé des compétences, si mon analyse elle est bonne, parce que vous dites que vous êtes diplômé, vous avez un diplôme en eau et environnement, encore que je crois que dans les formations en eau et environnement, il y a souvent une partie forage, si je me trompe, hein, vous me corrigez, une partie, ok, une partie forage que vous faites généralement. Donc, il y a des compétences qui sont transférables dans le domaine du pétrole. Quand on parle du pétrole, je vois beaucoup plus d'aspect forage. J'espère que c'est le cas pour votre projet. Si oui, oui, c'est possible. Il faut juste montrer vos compétences en forage, puisque quand on parle d'eau, quand on parle des compétences en eau et environnement, si on reste sur l'aspect eau, il y a l'aspect forage qui intervient et qui est un dénominateur commun avec l'aspect pétrole pour ceux qui travaillent dans les plateformes pour pouvoir faire du forage et l'extraction du pétrole. Donc, il y a des compétences transférables. Si vous montrez que vous faites aussi du forage dans le domaine, mais pour de l'eau, il y a des compétences qui sont transférables et vous pouvez les transférer dans le domaine du pétrole. C'est exactement possible. La toute question, les expériences que vous avez développées, de vos expériences professionnelles que vous avez développées, si vous en avez eu de façon générale. Alors, je pense qu'on faut aussi donner la possibilité aux gens d'intervenir, de poser leurs questions en direct. Donc, je vais répondre d'abord aux quelques questions que je vois sur le chat rapidement. Après, on pourra passer la main à ceux qui posent des questions. Si on a plusieurs projets en tête, comment on fait pour ne pas perdre le nord? Oui, ça arrive, hein, après, il y a ce qu'on appelle des multitalents aussi, hein, où vous êtes venu aussi au monde parfois avec beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Mais ce que je vous invite aussi à faire, c'est les prioriser. Vous ne pouvez pas les suivre tous au même moment. Il y a certains qui ont des capacités, on les appelle généralement des slashers. Ils sont médecins en journée, ils jouent au piano le dimanche et ils sont en train de composer, de composer un album de musique. Voilà trois vies, voilà trois métiers en une seule vie. Il y a des gens qui arrivent vraiment à cumuler les trois, mais il faut rester bien concentré pour rester performant aussi. Après, il peut arriver aussi que vos métiers s'imbriquent. Donc, c'est une grosse possibilité aussi de pouvoir les mettre ensemble. Bonjour, merci pour cette opportunité. Quel conseil avez-vous? Ça, c'est spectateur anonyme. OK. Bonjour, merci pour cette opportunité. Quel conseil avez-vous à partager pour créer un projet professionnel pour les travaux manuels sans diplôme, bâtiment? Alors, oui, un projet professionnel ne veut pas forcément dire qu'on va à l'école. On va à l'école de façon classique pour avoir un diplôme. On va à l'école, mais quelle école? L'école de la connaissance. Aujourd'hui, on peut se former partout, mais il est quand même important de se dire que vous allez dans un environnement où vous développez des compétences. Ça peut être un centre de formation où on apprend un métier, ça peut être un MOOC en ligne, MOOC pour Massive Open Online Courses, qui sont des cours en ligne massifs et gratuits pour tous tels que Udemy, Coursera, France Université Numérique, MOOC, FunMOOC pour l'espace francophone où on retrouve des formations qui vous permettent d'avoir des connaissances, des compétences dans tellement de domaines. Donc, c'est pas une formation, c'est une certification aussi pour vous donner une capacité, une aptitude à exercer un métier. Il y a énormément de possibilités de se former aujourd'hui. C'est pas juste une diplomation, une formation académique, mais c'est un environnement où j'apprends un métier, je développe des compétences. Donc, si vous avez identifié un environnement, vous pouvez apprendre du bâtiment, de l'agriculture, de la mécanique, allez-y, formez-vous, apprenez de votre expérience et vraiment renforcez vos compétences. Bonjour madame, aurons-nous un certificat à la fin de la formation? Bon, je ne sais pas. Mais bon, je pense que on pourra répondre à la question après, si oui, il y a un certificat ou pas. Mais je crois que vous êtes quand même nombreux, hein. S'il faut délivrer un certificat à tout le monde, ça sera très compliqué. Existe-t-il des canaux type LinkedIn pour les secteurs particuliers, audiovisuels, bâtiments? Alors,
LinkedIn essaie aujourd'hui de faire la synthèse entre tout, hein, quel que soit le métier, le domaine. Effectivement, il y a des sites où on peut trouver des organisations pour les ONG telles que Relief Web, telles que euh, Impact Pool, qui sont des sites que je recommande beaucoup, où vous pouvez avoir des informations sur des offres de recherche d'emploi pour ceux qui sont intéressés par les métiers des ONG de l'humanitaire. Bonsoir, je demande à la fin, alors la même question revient, si on dit, oui, c'est comme un business plan. Steven, il a dit, tel que je l'ai défini, oui, ça a été inspiré du business model Canva pour faire des business plans. On a juste essayé de le contextualiser pour pouvoir l'adapter à la recherche d'emploi. La vidéo sera diffusée sur la page l'OIF. Elle est diffusée en ligne, la vidéo, donc je crois que vous pouvez la consulter aussi. Bonjour, je suis Zakiou Diallo. J'ai une licence professionnelle en qualité et sécurité sanitaire des aliments et j'aimerais changer de domaine. Et ma question est la suivante. Quel est le meilleur moyen pour faire une transition professionnelle? Alors, Monsieur Diallo, la grosse problématique par rapport à ma grosse préoccupation par rapport à la question, c'est le niveau de développement. Est-ce que vous êtes jeune diplômé? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience? Parce que quand on est jeune diplômé, on peut basculer facilement. Quand on a une expérience, il y a des prérequis. Après, là, on parle de mobilité professionnelle. On parle de transition mobilité professionnelle. Oui, vous pouvez peut-être changer. Vous pouvez, euh, vous pouvez changer si vous le souhaitez. Mais il faut bien faire un bilan de compétences pour identifier quelles sont les compétences que vous transférez vers votre nouvel environnement professionnel et voir et peser pour ou contre l'impact que cette transition aura sur votre carrière, sur votre positionnement. Est-ce que vous allez juste changer pour changer? Non. Quel aura l'impact? Et parfois, il est financier aussi. Est-ce que c'est pour gagner mieux? Est-ce que ça ne permet pas de gagner bien votre vie, mais ça développe davantage, facilite davantage votre épanouissement professionnel. Donc, il faut évaluer clairement quels sont les tenants et les aboutissants par rapport à cette transition, à cette mobilité. Il faut évaluer les risques par rapport au projet et voir le niveau de maturité aussi de la transition. Et toute transition n'est pas bonne. Elle se fait quand le projet est vraiment mature. Est-ce que vous avez pris le temps de maturer votre projet avant de penser transition? Ça, c'est la question à laquelle je vous invite à vous poser. Étant étudiant, comment chercher du travail ou bien développer sa carrière? Alors, il faut déjà bien faire vos études, être le meilleur dans ce que vous faites, développer des connaissances clés, mais il faut faire des stages. Chaque année, il faut faire un stage. Monsieur ou madame, monsieur Mamadou, il faut faire un stage chaque année parce que le stage est un environnement qui vous permet de développer des compétences techniques. Il faut toujours faire un lien entre ce qui se fait sur le marché de l'emploi et ce que vous apprenez ou développez à l'école tous les jours. Ça vous permettra davantage de vous de développer un savoir-faire que vous pourrez demain vendre sur le marché de l'emploi. Comment déceler les compétences que l'employeur attend de moi? Monsieur Moussa, si vous avez suivi ma présentation, dans les outils, on a parlé de l'interview. Je décèle en allant dans l'interview, je vais vers les personnes qui occupent les postes ou bien les directeurs des ressources humaines. Justement, c'est pour avoir ce genre d'informations, pour pouvoir collecter les besoins de l'entreprise. L'interview est un outil qui va vous aider en allant vers les entreprises, en rencontrant les personnes qui travaillent sur ces sujets en collectant leurs besoins, leurs problématiques, vous allez pouvoir adapter cela à la compétence que vous développez et que vous êtes en train de formuler en tant qu'étudiant. Voilà. Comment déceler Alors, peut-on avoir la vidéo? Mais je pense que vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Bonjour, après le webinaire, ma question est, y a-t-il une méthode bien spécifique pour la... Y a-t-il une méthode bien spécifique? La méthode, on l'a structurée en cette étape. Elle aboutit à la formulation de votre projet professionnel, mais il y a une continuité d'action à mener puisque le projet n'est pas statique, il évolue aussi, ça, il faut le préciser. Pour avoir un projet aujourd'hui et 3 ans après, c'est plus le même projet, il a mûri, il est devenu beaucoup plus mature, il s'est renchéri.
parce que le marché n'est pas dynamique, le marché a des attentes. Donc, il faut aussi rester assez dynamique dans votre capacité à adapter votre projet aux besoins du marché et à pouvoir vous positionner à chaque fois, à vous remettre en question, à vous former pour avoir des compétences solides en adéquation avec le marché. Alors, bonsoir, je suis Mahaman Bashi, technicien supérieur en géosciences, environnement. J'ai une jeune entreprise d'expertise environnementale et de formation. Je voudrais travailler dans l'organisation internationale comme PAM. Quels conseils pouvez-vous me donner? Ben, il faut déjà identifier quels sont les métiers proposés par PAM. Je suppose que PAM, on parle bien du Programme alimentaire mondial. Donc, il faut déjà identifier, avec votre expertise dans le domaine une expertise dans le domaine de l'environnement, je suppose. PAM, c'est le Programme alimentaire mondial. Est-ce qu'ils ont besoin d'une expertise dans le domaine est-ce qu'ils ont besoin d'une expertise environnementale? C'est d'abord la question qu'il faut vous poser. Si c'est oui, vous dire clairement comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en termes de perspective et comment vous puissiez vous positionner par rapport à cela. Alors, peut-être qu'il faut qu'on prenne des questions par voix. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne deux questions? euh, Deux personnes peuvent poser des questions parce qu'il y en a beaucoup, hein. Les personnes qui ont levé la main, est-ce qu'on peut prendre deux questions? Myriam Cissé, est-ce que Myriam Cissé peut ouvrir son micro et poser sa question? Myriam Cissé, est-ce que Myriam Cissé est avec nous? Euh, Joachim Sadio, est-ce que Joachim Sadio peut ouvrir son micro et poser sa question? Joachim Sadio, Myriam Cissé, Joachim Sadio, Soumana Boubacar. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question? Soumana Boubacar. Bonsoir à tous, je Bonsoir, suis monsieur. Soumana. Donc, j'aimerais savoir concrètement l'outil Canva. J'en entends parler sur plusieurs plateformes, sur Facebook. Et concrètement, à quoi ça sert? Et moi, je suis, par exemple, étudiant en médecine. Et en quoi est-ce que cela sera un avantage pour moi d'apprendre à l'utiliser? Alors, qu'est-ce que vous appelez outil Canva? Parce que je peux vous donner trois définitions d'outil Canva pour être sûr on est sur le même ordre. Qu'est-ce que vous entendez par outil Canva? Alors, dans l'outil, j'ai parlé du Lean Canva. D'accord, monsieur? Allô? D'accord? Alors oui, je vous Donc, écoute. dans ma Euh, présentation, j'ai parlé du Lean Canva, qui est un outil qui s'inspire du business model Canva. Initialement, on parle de business model Canva, qui permet à un entrepreneur de structurer son projet d'entreprise en 9 points s'il est amené demain à le présenter à un investisseur, un potentiel investisseur qui souhaite financer son initiative. D'accord? Là, d'accord. on l'a, là, Monsieur H. Moria l'a contextualisé à la démarche d'évolution professionnelle. Donc, si vous, aujourd'hui, en tant que médecin, ou aspirant au métier de médecin, vous envisagez de mettre en place cet outil dans votre stratégie d'élaboration de votre projet professionnel, il sera question d'identifier quelles sont les entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler demain. Donc, vous avez des rêves. Est-ce que vous travaillez pour l'État? Est-ce que pour une organisation internationale? Si oui, laquelle? Dans tous les cas, il faut définir clairement
dans quel environnement vous souhaiterez travailler. Quelle est la problématique que vous voulez résoudre? Vous êtes médecin, mais demain, vous allez forcément vous spécialiser. Est-ce que c'est un médecin, est-ce que vous voulez être pédiatre? Est-ce que vous voulez être radiologue? Est-ce que vous voulez être, voilà, quelle est la spécialisation dans laquelle vous aimeriez aller? Qu'est-ce qui vous rend unique? Il y a beaucoup de médecins sur le marché de l'emploi, il y en aura beaucoup sur le Mhm. marché. Qu'est-ce qui fera de vous le médecin avec lequel on aimerait collaborer? Qu'est-ce qui fait votre singularité? Il faut pouvoir l'écrire. Demain, il faut pouvoir le matérialiser dans votre approche. Comment est-ce que vous communiquez ce que vous faites? Est-ce que les gens autour de vous savent que vous êtes médecin ou bien que vous avez une compétence dans la médecine? Comment est-ce que vous financez vos recherches? Quels sont les moyens que vous disposez au quotidien pour financer? Quels sont les potentiels investissements pour aller faire une recherche dans un laboratoire précis parce que vous travaillez peut-être sur le cancer du sein et peut-être qu'autour de vous, vous n'avez pas un environnement, un plateau technique qui peut vous permettre d'apprendre. Peut-être vous identifiez un centre de recherche qui peut vous aider, qui peut vous offrir une plateforme pour pouvoir approfondir vos connaissances. Comment est-ce que vous allez financer ça? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que autour de vous, on parle vraiment de love money, autour de vous, il y a des gens qui croient en vous parce qu'il y a cette flamme dans vos yeux, peuvent investir leur argent et après, qu'est-ce qui fera de vous cette personne unique, cette personne spéciale? Donc, il est question de reprendre votre projet de carrière, de le mettre en 9 points qui s'inspire du business model Canva pour les entrepreneurs, mais là, il est contextualisé à, à l'évolution professionnelle, à l'élaboration d'un projet de carrière. Je ne sais pas si c'est clair, monsieur. Oui, là, c'est très clair. Merci beaucoup Donc, pour ici, votre... on parle bien du Lean Canva. Dans le monde, la sphère entrepreneuriale, on parle de business model Canva. Mais il y a aussi une application qui s'appelle Canva qui permet de faire des CV, des présentations PowerPoint. Voilà. C'est un outil aussi en ligne, sur le web et dans les plateformes de téléchargement qui vous permet aussi de présenter vos documents, de faire de faire des CV, comme j'ai dit, ou des lettres de motivation ou bien des PowerPoint. Donc, il y a un outil qui permet aussi de faire ça. C'est pour ça que quand vous avez dit Canva, ce n'était pas clair, il fallait préciser de quoi est-ce que vous parlez exactement. Donc, si j'ai répondu à votre question, j'espère que c'est clair maintenant. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci à vous. Alors, je parle sous le contrôle du modérateur. Je ne sais pas si on peut prendre une autre question. Alors, est-ce que Joachim Sadi est là? Puisqu'on avait, ou bien Myriam Sissé, on les avait fait monter pour poser les questions. C'est aussi bien cette interaction. Ça nous permet de savoir qu'il y a vraiment des gens derrière les mains levées. Peut-être Winnie Chedré. Est-ce que Winnie Chedré est en ligne? Il a une question. La main, elle est levée, donc je suppose que vous avez une question à poser. Winnie Chedré. J'espère que je prononce bien. Euh, alors, Askebe, est-ce que Askebe peut Alors, ouvrir son micro et prendre. Allô? oui, alors, vous me C'est répétez? Winnie Chedré? Oui, effectivement. Oui, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. En fait, j'ai posé des questions dans le chat, mais la première question, c'est de savoir, parmi les trois approches que vous avez présentées, laquelle peut-on spécifiquement utiliser pour quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle? C'est-à-dire laquelle des approches peut aider à vraiment spécifier dans un métier qu'on est en train d'embrasser. Maintenant, la deuxième D'accord. question, c'est quelles sont les questions que l'on peut se poser pour connaître si elle a tel ou tel talent? Merci. Identifier son talent. Alors, quand on parle de reconversion professionnelle, moi, concrètement, je vous conseillerais déjà l'ikigai.
Parce que si vous commencez à vous poser des problématiques de reconversion professionnelle, ça veut dire qu'il y a vous vous demandez si ce que vous faites a un sens, si ce que vous faites a un but, vous voulez être dans un environnement où vous vous sentez utile, où vous sentez que vous êtes valorisé. Pour moi, l'ikigai intervient énormément dans ce cadre ou dans cet ordre. À cela, j'ajouterais aussi l'approche de Stéphane Dieutre, qui est aussi très orienté sens. Dans sa démarche, il veut bien accompagner les gens à trouver un métier qui a du sens pour eux, qui leur permet d'être utile, qui leur permet de se sentir valorisé. Si vous avez vu l'approche, peut-être qu'aussi vous vous demandez quelles sont les compétences quelles sont les compétences dans lesquelles vous excellez vraiment, pouvoir les identifier. Donc, son approche de la base, zone de compétences, zone d'excellence, besoin et sens, pour moi, les deux, j'aurais du mal à enlever les deux, à séparer les deux. Je garderai pour une reconversion l'ikigai et l'approche de Stéphane Dieu qu'on a échangé de façon générale. Maintenant, comment identifier son talent? Ça, c'est une grosse question. Ces approches, ces démarches vous aident à poser les questions fondamentales, mais en fait, le talent, c'est quoi? Le talent, c'est autour de vous, hein, la famille, autour de vous, on vous dit quotidiennement, vous savez faire ça, euh, mais c'est parfois quelque chose qui n'est pas écouté parce qu'on a peut-être grandi dans un environnement qui ne favorisait pas le développement, ou bien pour des contraintes existentielles, ou bien contextuelles, on n'a pas mis un accent dessus, mais on n'a pas écouté cette voix-là. Mais autour de vous, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous faites naturellement et qui vous permet vraiment de vous sentir bien. Forcément, attendre une rémunération particulière, c'est c'est inné, vous excellez sans toutefois faire de l'effort. Quand on parle de talent, en fait, c'est ça. Autour de vous, et cette caisse-là, si vous les faites vraiment en profondeur, dans les questions qui sont posées, vous vous rendez compte que il y a des choses que vous faites naturellement sans faire trop d'efforts. Vous avez l'impression que c'est facile, mais c'est la manière avec laquelle le talent commence à se décliner, à se déployer, juste que vous l'avez peut-être pas écouté, vous l'avez peut-être pas donné assez d'importance, ou bien l'environnement dans lequel vous êtes n'a pas aidé à développer, à favoriser cela. Et c'est pour ça que parfois, à un moment, vous trouvez des gens sont en reconversion parce qu'il y a des domaines qui étaient prédominants, qui n'étaient pas dominants. À un moment dans leur carrière, c'est ressorti et ils ont vraiment envie de vivre cette passion, se retrouver avec leur vocation. Et ça peut vous aider aussi à pouvoir vous positionner dans ce sens-là. Alors, la parole avait été donnée aussi à Askebe. Je ne sais pas si Askebe est là. Je ne sais pas si Winnie, c'est bon pour vous. Allô? Alors oui, c'est parfait. D'accord, merci. Merci. Askebe, bon, peut-être pas disponible, voilà. Euh, ok. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, vraiment. Je ne m'attendais pas à autant d'intérêt sur la problématique de comment construire un projet professionnel. Je prendrai peut-être une dernière question, si la technique me le permet, avant de clôturer. Euh, OK. Alors, bonsoir, je m'appelle Esther Adjarosu, traductrice anglais-français en formation. S'il vous plaît, j'aimerais savoir s'il est nécessaire d'avoir un diplôme dans le domaine environnemental avant d'être traductrice dans le domaine. Alors, la traduction, hein, c'est un secteur. Alors, je comprends que
vous pratiquez le métier de traducteur, vous aspirez à être traductrice, mais vous n'avez pas encore peut-être un diplôme de traducteur. Euh, vous exercez, vous pouvez commencer à faire de la traduction, mais à un moment donné, il faudrait vous rapprocher des centres d'accréditation parce que comment est-ce qu'on va certifier, comment est-ce qu'on pourra demain, après-demain, quantifier que vous avez de l'expertise dans le domaine. Il y a des centres qui peuvent évaluer ou attester cela. Je vais essayer de pousser moi la recherche pour voir comment est-ce qu'on pourrait quantifier cela. Après, c'est un savoir-faire, c'est un talent naturel que beaucoup de gens développent. Par la pratique, c'est par le nombre de tests que vous avez traduits. Alors, vous pouvez exercer le domaine, mais pensez à mettre en place un outil qui peut vous permettre de mesurer votre performance, de mesurer comment est-ce que vous évoluez dans le métier. En termes de, je prends un exemple, hein, vous avez commencé à travailler à 3 ans, combien de papiers vous avez déjà traduits, de textes vous avez déjà traduits, d'événements auxquels vous avez déjà assisté en tant que traducteur et ça a été apprécié. Ça peut aussi faire l'effet de recommandation parce que vous avez fait une bonne traduction à un événement, vous avez fait une bonne recommandation, elle fait foi du fait que, elle atteste du fait que vous avez de l'expertise dans un domaine. Donc, il y a différentes manières de pouvoir justifier de l'expérience dans un domaine ou dans un corps de métier, même si vous n'avez pas un diplôme du domaine. Mais maintenant, comme la plupart des métiers sont réunis en association, pour vous faire accepter parfois des associations des traducteurs ou bien des organismes qui régissent la traduction, il y aura des canons, canevas à suivre et un ensemble de règles à respecter. Et souvent, on pourra avoir vous pourrez avoir peut-être des marchés qui ne vous sont pas confiés parce que vous n'avez pas répondu en l'ensemble des attentes de cette organisation-là et qui pourrait peut-être favoriser votre expansion et votre développement professionnel. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pensez, garder à l'esprit qu'il est important, voire même primordial, de ne pas juste dire que je suis traductrice. Comment est-ce que vous quantifiez que vous avez de l'expérience dans le domaine en termes d'événements auxquels vous avez été traductrice, en termes de documents traduits? Est-ce que vous avez des historiques, des choses que vous avez eu à faire? Comment est-ce que vous pouvez montrer que vous avez de l'expérience? Ça aussi, c'est primordial et il ne faut pas perdre cela de vue de façon générale. Ouf, je vais continuer à lire vos questions. Il y en a tellement. euh, je prendrai le temps de prendre l'ensemble de vos questions parce que moi aussi, j'apprends énormément des challenges que vous avez, des difficultés que vous rencontrez à vous projeter, à structurer votre projet. Et ça m'édifie aussi énormément. Donc, il y a un courriel qui vous sera adressé. On pourra répondre à l'ensemble des questions. Peut-être je pourrais joindre des éléments de réponse aussi qu'on pourra vous adresser. Ça vous permettra aussi de pouvoir répondre, avoir des éléments de réponse par rapport à l'ensemble des questions que vous posez et peut-être que vous n'avez pas pu avoir de réponse ici. Le débat ne s'arrête pas là. On continuera via les différents canaux de communication, les courriels que vous serez envoyés, répondre à quelques questions aussi dans l'ensemble par rapport au challenge que vous posez. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité à cette première série de webinaires sur l'employabilité. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment est-ce qu'on construit un projet professionnel. J'espère que ça a été très édifiant pour vous. Dans une continuité, demain, on verra comment est-ce qu'on prépare sa candidature à l'emploi, parce que c'est la suite. Vous avez structuré un projet professionnel, vous vous êtes projeté par rapport à un métier, à quelle étape vous êtes. Il faut maintenant aller attaquer le marché de l'emploi, aller montrer au marché de l'emploi ce dont vous êtes capable. Les questions d'éprouver vos connaissances, d'avoir un environnement, un cadre qui peut vous permettre d'exprimer votre potentiel, de valoriser vos talents et vos compétences.
Donc, il y aura il y a un gros challenge, c'est aussi un gros challenge, sinon il est très important. Donc, je vous invite à tous qui étiez là aujourd'hui, qui continuent à nous écouter et à être là demain à la même heure. Je crois que vous avez déjà reçu ou bien vous allez recevoir une invitation par rapport à cela. Donc, on se retrouve demain dans cette continuité-là pour voir comment est-ce qu'on prépare une candidature à l'emploi. On verra comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment est-ce qu'on prépare un entretien et quelques outils qui vont vous aider à vraiment vous démarquer sur le marché d'emploi. Et après, mercredi, comment est-ce qu'on développe sa marque? On part du principe que vous êtes une marque. Et il faut vous positionner sur le marché de l'emploi. Comment est-ce qu'on construit cela à travers les outils de visibilité qui existent aujourd'hui, qui pourront vous permettre d'être visible des recruteurs et de pouvoir être présent où est-ce qu'on a besoin de vous et de valoriser le potentiel que vous développez au quotidien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous ceux qui étaient connectés à ce webinaire aujourd'hui. Et on se retrouve demain à 15 heures. Merci beaucoup.